Good afternoon and good evening, everyone. Welcome to the Bonjour tout le monde, bienvenue à la série des webinaires IPC. Il y a eu une petite pause, mais nous sommes de retour pour la session de cette semaine. Nous parlons de la prévention et du contrôle d'infection ou les considérations de contrôle et de prévention de l'infection pendant les contextes de patients externes pendant COVID-19. Je suis membre de l'USCDC, Katie Wilson, et je coordonne cette série et je vais être modérateur de la session d'aujourd'hui. Un petit rappel pour tout le monde avant de commencer. L'interprétation est disponible en arabe, français, portugais, russe et espagnol en cliquant sur le bouton interprétation en bas de votre menu Zoom. Si vous devez entendre en arabe, c'est disponible en cliquant sur la chaîne, le canal allemand. Pendant cette session, si vous avez des questions au sujet du thème d'aujourd'hui, la prévention et le contrôle de l'infection, utilisez la fonction Q&A, questions-réponses, et un membre de notre équipe va répondre à votre question. Si vous avez des questions sur la logistique ou un besoin de dépannage ou bien l'éducation continue, utilisez la fonction chat et notre collègue Echo va vous aider à trouver une réponse à votre question. Cette session est enregistrée dans toutes les langues et votre participation vaut consentement à être enregistré. Les diapositives d'aujourd'hui et l'enregistrement vidéo seront disponibles un jour ou deux après la session d'aujourd'hui sur le site web projet ECHO. L'éducation, les crédits de formation continue sont disponibles à travers l'Université de Nouveau-Mexique et ces liens seront affichés dans la fonction chat à la fin de la session d'aujourd'hui. Et donc, le projet ECHO collecte les informations d'inscription, de participation, des questions-réponses, des commentaires de chat et des réponses de sondage pour ce programme et partage avec la CDC pour améliorer le webinaire et pour orienter de nouvelles initiatives. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et nous allons donner le microphone à Fernanda Lessa, ma collègue, responsable de la prévention au CDC États-Unis. Donc, bonjour Fernanda, bonjour à la session. Je suis heureuse d'être ici avec vous. Comme a dit Katie, je m'appelle Fernanda Lessa. Je suis responsable de l'équipe de prévention dans le programme de contrôle de prévention et prévention de l'infection pour le programme international CDC. Je vais demander aux panélistes de se présenter. J'ai Dr Benedetta Allegrezzi qui va se présenter à présent. Benedetta, est-ce que vous nous entendez? Oui. If you can just introduce yourself. Si tu peux te présenter. Désolée, je n'ai pas entendu spécifiquement ce que tu me demandais. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Ale Benedetta Allegrezzi. Je suis responsable technique pour l'IPC à Genève, au siège de l'OMS. Merci Benedetta. Maintenant, nous allons passer au docteur Susan Malonic pour la présentation. Bonjour tout le monde, je suis Susan Malonic. Je suis chef du programme global à USCDC. Merci Susan. Et je vais passer maintenant à Dr Fabio Leal. Bonjour, je suis Fabio Leal. Je suis médecin de maladies infectieuses et chercheur de médecine transactionnelle et pour les stratégies cliniques dans la région métropolitaine de São Paulo et responsable pour la riposte et la stratégie COVID-19 dans la région. Merci à nos trois panélistes participant à la session d'aujourd'hui. Je vais maintenant passer à notre premier panéliste, Dr. Gia
Souri, qui est directeur dans l'équipe de surveillance de la division de la promotion des soins de santé pour le CDC, la prévention. Elle participe à la CDC en 2015 comme officier de renseignement d'épidémie et pour travailler pour la prévention et le contrôle de la tuberculose. Elle est surtout en Afrique du Sud et en Inde. Pendant la pandémie COVID, elle a soutenu l'intervention interne américaine en tant que consultant technique pour les départements de santé, pour le contrôle et la prévention d'infections, surtout pour les établissements de soins à long terme. Elle a reçu son diplôme médical en Louisiane et a terminé sa formation en médecine interne à l'Université de Washington à Seattle. Et elle a travaillé à clinique locale Atlanta. Donc, elle va parler des considérations opérationnelles pour la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins ambulatoires. À vous, Dr. Suri. Merci, Fernanda. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening. Bonjour à tous. Dans cette présentation, je vais décrire l'importance de la prévention et du contrôle des infections dans les établissements de soins ambulatoires et notre site web décrit la manière de modifier la présentation de services, préparer le personnel et les installations pour recevoir les patients suspects d'être atteints de COVID-19, établir un flux de patients efficace, dépistage et triage, et voir les options IPC pour les sites de soins alternatifs et les soins non hospitaliers. L'optimisation de l'IPC dans les établissements de soins ambulatoires est essentielle pour prévenir les épidémies dans l'établissement, maintenir les services de santé essentiels pour empêcher la mortalité indirecte et répondre et empêcher le VIH et répondre à une maladie aiguë et leur permettre à ces patients d'être reçus. Pendant l'objectif de l'IPC dans les établissements de soins ambulatoires est de prévenir la transmission du SARS-CoV-2 et maintenir la confiance dans le système de santé. La modification de la présentation de services, c'est une façon importante pour réduire le trop-plein de gens. Identifier les services de santé. Le document à droite, vous y trouverez des informations. Il s'agit d'identifier les services de santé essentiels à privilégier. C'est une étape importante. Inclure les services comme vaccination, soins de santé mère-enfant, VIH, tuberculose et autres. Exemple de modification pendant la communication communautaire à large, désigner des heures, des jours pour des services spécifiques, par exemple les vaccinations du lundi, les services obstétriques le mardi, etc. Pour les patients atteints d'une maladie chronique stable, administrer des doses supplémentaires de médicaments pour empêcher des visites non nécessaires aux pharmacies, pour décongestir les cliniques, identifier les lieux dans la communauté, par exemple les écoles, pour les visites de routine, telles que pour le bien-être des enfants. Et pour réduire encore davantage l'encombrement des cliniques, envisager de prévenir les visites cliniques inutiles en reportant les services de routine ou électifs. Pour tous les patients gravement malades, il faut envisager des alternatives au triage en personne par télémédecine qui comprend des consultations téléphoniques ou par vidéoconférence. Par exemple, en regardant ce flux, envisager les alternatives au triage en personne, consultation par téléphone ou vidéoconférence. S'il y a une consultation par téléphone et donner des informations sur les mesures IPC que le patient
peut faire au moment de l'arrivée à l'établissement, y compris mettre un masque et garder une distance d'au moins 1 mètre à tout moment, conformément aux recommandations de l'OMS. Si les patients présentent des symptômes légers, ils peuvent être pris en charge à domicile. Et à droite, vous pouvez évaluer la capacité du patient à s'auto-surveiller chez lui et à lui donner des instructions sur le moment où il doit demander des soins de plus haut niveau ou, si possible, identifier les assistants sociaux qui peuvent surveiller ces patients lors des contrôles quotidiens par appel téléphonique ou SMS. En plus de modifier la prestation des services, le personnel et les établissements doivent se préparer à recevoir des patients dont on soupçonne la présence de COVID-19. Ces préparatifs commencent par l'identification de membres du personnel formés à la CIP, donc contrôle d'infection, qui sera le point focal de la CIP pour superviser les activités de prévention de COVID-19 à la clinique. Ces activités peuvent inclure l'installation de barrières physiques en verre ou en plastique, au bureau d'enregistrement ou la désignation de zones d'attente séparées et bien ventilées pour les patients présentant des symptômes de COVID-19. Deuxièmement, la formation des agents de santé aux précautions standards et aux précautions contre la transmission. Troisièmement, l'évaluation des fournitures pour l'hygiène des mains, l'équipement de protection individuelle ou EPI, ainsi que les fournitures de nettoyage et de désinfection. Quatrièmement, la mise au point d'un système de dépistage des agents de santé avant l'entrée dans le bâtiment et l'élaboration de procédures pour la gestion des agents de santé malades. La préparation à la pénurie des travailleurs de la santé doit également être coordonnée à l'avance. Les options comprennent la formation polyvalente du personnel actuel, l'embauche des travailleurs temporaires et l'élaboration d'une liste de personnel susceptible de servir à capacité de pointe si nécessaire. Pour établir un flux de patients efficace, les patients avec et sans symptômes de COVID-19 seront inévitablement vus dans l'établissement. Donc, il faut avoir des alertes visuelles pour le port de masques non médicaux. Les patients donc doivent pas faire le dépistage et le triage. Ils doivent être séparés des patients avec des barrières plastiques pour l'évaluation de leurs symptômes. Les patients avec des symptômes devraient avoir un masque, même s'ils mettent un masque non médical pour une optimisation du contrôle de source. Ensuite, ils devraient être séparés des autres qui n'ont pas d'autres symptômes compatibles avec la COVID-19. Finalement, ces patients devraient suivre une procédure accélérée pour l'évaluation clinique et l'orientation ciblée et déterminer leurs besoins d'une orientation ciblée. Le personnel de contrôle qui ne peut pas assurer une séparation d'au moins 1 mètre par rapport aux autres doit porter un masque médical, des protections oculaires telles que des lunettes de protection ou des écrans faciaux et avoir accès à un poste d'hygiène des mains. Considérations relatives à l'IPC pour les sites de soins alternatifs et les soins non hospitaliers. Sites de soins alternatifs font référence à des lieux communautaires comme les écoles qui ont été réaménagés pour les soins cliniques. Comme dans les établissements de soins ambulatoires, les patients qui se présentent peuvent présenter ou non des symptômes de la COVID-19. Il est donc essentiel d'établir un système de dépistage et de triage dans ces établissements également. Les soins hors établissement font référence aux services de proximité tels que les unités médicales mobiles. Les travailleurs de la santé qui participent à ces services doivent prendre des précautions similaires à celles des travailleurs de la santé dans les établissements de soins ambulatoires en portant des masques médicaux et des protections oculaires et en se lavant fréquemment les mains. En plus de ces précautions, les unités médicales mobiles devraient maximiser les possibilités de ventilation en ouvrant les fenêtres du véhicule et en plaçant des alertes visuelles pour l'éloignement physique, le port du masque non médicaux, l'hygiène des mains et des voies respiratoires. Voici mes références. Merci. Merci, Dr. Suri, pour cette
une présentation, très bon survol au thème d'aujourd'hui. Prochain, maintenant, nous allons passer à des questions de sondage. On aimerait entendre parler de vous, de ce que vous pensez. Donc, on va afficher la première question, le premier question du questionnaire, du sondage. La première question, les trois sont figurés. Mais la première, est-ce que votre établissement passe en soins ambulatoires ont un officier de soins de santé formé pour la contrôle et la prévention de l'infection pour fournir une orientation sur les activités IPC? Oui ou non? Ensuite, quelles interventions IPC ont été mises en place pour donner des soins de santé sans danger pour les services essentiels ambulatoires? Vous pouvez cocher tout ce qui est valable. Et la troisième question, quels services de santé ambulatoire essentiels est-ce que votre établissement fournit? On va vous donner 1 minute pour regarder ces questions et y répondre. Nous allons partager les résultats après. Just another 30 seconds, so if you can look 30 at the secondes. questions and Si vous voulez bien regarder parmi les questions et choisir votre réponse. Okay, looks like we are still getting some responses, but I think Nous, les réponses continuent d'arriver. go ahead and give you a little bit more time. Je vais vous donner un peu de temps. Quiet for another minute as you Donc, on va vous donner quelques minutes pour vous laisser le temps de lire les questions et de donner vos réponses. Again, question one is asking about Encore une fois, la question porte veut savoir si votre établissement de soins ambulatoires possède un officier de soins de santé formé pour contre la prévention des infections, CPI, pour donner une orientation sur les activités CPI. Deuxièmement, quelle intervention de contrôle des infections et de prévention sont mises en place? Et troisièmement, quels services ambulatoires essentiels sont fournis par votre établissement? Et c'est une question à choix multiple, donc vous pouvez cocher plusieurs réponses pour la troisième question. Donc, on va encore donner un petit peu de temps. Les réponses continuent d'arriver. Nous allons terminer là. Les gens ont terminé. Shivam, nous allons montrer les résultats. Bien. Donc, on va passer en revue les réponses. Donc, pour la première question, est-ce que votre établissement de soins ambulatoires a un officier formé pour le contrôle des préventions de l'infection et qui donne une orientation pour les activités de CPI? Donc, c'est bien de voir que la réponse à 76%, c'est le oui. Donc,
C'est bien de voir que quelqu'un est chargé de cela. On va en parler dans la discussion des panélistes sur les opportunités dans les contextes ambulatoires. Deuxième question, sur quelles interventions de CPI ont été mises en place pour les services essentiels ambulatoires, et vous avez 91% dit donc l'usage universel du masque parmi le personnel de soins santé. Donc ensuite le masque pour les patients également, 77, formation pour le personnel sur les précautions standards et basées sur la transmission, moins d'utilisation pour les protections pour les yeux, screening, donc le dépistage des patients, 78%, et plus de la moitié ont dit que les barrières physiques dans les guichets d'inscription, mais pas tous. Et la troisième question, pour savoir quels services ambulatoires sont fournis par votre établissement. Donc, on voit la provision de médicaments pour la gestion de maladies chroniques, les vaccinations des bébés, soins prénataux, soins maternels, mère-enfant, postnatal, protection de populations vulnérables, le soin des personnes addictes à des substances. Et donc merci de nous donner votre opinion sur ce que vous voyez dans votre établissement ou autour de vous. Cela va orienter nos questions dans la session questions-réponses. Donc, je vais donner la parole à Fernanda pour présenter le prochain présentateur. Avec plaisir, je vais présenter Anna Maruta, qui est une infirmière expérimentée avec plus de 25 ans dans la santé publique. Anna a une formation, elle offre une spécialiste de la CPI. Elle travaille comme équipe de CPI avec l'OMS, Sierra Leone, le bureau de Sierra Leone, et elle est là où elle travaille là depuis 4 ans. Elle a une bonne expertise de CPI avec une maîtrise en sciences dans la CPI à l'Université de Stellenbosch, et elle étudie pour son doctorat en santé publique. Bravo, Anna. Elle a soutenu la mise en place de CPI en Ouganda, au Zimbabwe. Elle va parler aujourd'hui des difficultés du contrôle des infections en milieu ambulatoire. Merci beaucoup, Fernanda, pour la présentation. Je suis heureux de participer à ce webinaire. Je vais partager mon écran. J'espère que vous pouvez voir cet écran. Oui, mais Anna, remettez sur la présentation du présentateur parce qu'on ne vous voit pas. Ma'am, just go in the display settings, ma'am. Anna, top the display settings. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The right one it is. Just click on that. Yes. Is it okay now? Perfect. Thank you very much. Parfait, parfait. Désolée pour le petit problème technique. Je suis heureux de participer à ce webinaire et de partager
mon expérience de Sierra Leone. Je vais parler des défis pour la CIP en milieu ambulatoire pendant COVID-19, donc le contrôle des infections et la prévention de l'infection. Donc, je n'ai pas de relation financière avec des entités commerciales qui produisent des produits ou des services liés aux soins de santé. Donc, à la fin de cette session, j'espère qu'on pourra, on pourra montrer les stratégies pour le contrôle de l'infection et énumérer les stratégies de contrôle des infections nécessaires pour limiter la transmission dans le cadre de l'OPD, décrire les exigences minimales requises pour obtenir un contrôle de l'infection efficace, décrire les défis et les solutions liées à la mise en œuvre de le contrôle d'infection dans les régions à faibles ressources. Donc, on sait que le contrôle de la prévention est une approche scientifique et une solution pratique conçue pour prévenir les dommages causés par l'infection aux patients et aux travailleurs de la santé. Le contrôle d'infection implique des normes, des procédures, des matériaux et des ressources humaines pour briser la chaîne d'infection. À noter, le graphique de gauche montre les multiples liens et points sur lesquels le système de santé, le personnel de santé, les patients et les familles doivent intervenir pour arrêter la propagation de la maladie. Pour une infection, pour qu'elle se propage, tout cela doit être lié, tous ces points doivent être liés. Donc, il y a beaucoup de variables dont il faut tenir compte dans la transmission du pathogène. La virulence, le nombre de microbes qui rentrent dans l'hôte et qui surmontent, qui submergent les défenses de l'hôte. Tout cela est également l'exposition. Mais l'exposition aux pathogènes ne signifie pas qu'il y aura une maladie. Donc, la prévention à l'infection est importante pour interrompre ce cycle. Pourquoi la prévention et le contrôle de l'infection est-elle importante pour COVID-19 en milieu ambulatoire? Réduire au minimum la transmission des maladies aux patients et aux travailleurs de la santé, identifier les personnes présentant des signes et des symptômes de COVID-19 suspects en vue d'un isolement et d'un triage rapide et pour maintenir les services de santé essentiels. Donc, voici des priorités stratégiques dans les établissements de soins de santé, surtout pendant les épidémies. Lors des épidémies de maladies infectieuses, la prévention des infections doit se concentrer sur les activités prioritaires visant à arrêter la propagation de l'épidémie au sein des centres de santé et à maintenir les services essentiels. Les systèmes de soins de santé doivent mettre en œuvre ces priorités stratégiques pour prévenir et contrôler la COVID-19. Donc, le triage de patients malades, identifier des travailleurs de la santé malades, gérer les visiteurs et gérer les visiteurs et gérer l'équipe de santé exposée et établir un système de prévention de l'infection et des stratégies d'urgence pour l'équipement de protection individuelle. Lorsqu'il est mis en œuvre et exécuté correctement, les pratiques de prévention d'infection peuvent réduire la transmission de COVID-19 dans les établissements de soins et les communautés, renforcer la sécurité des travailleurs de la santé, des patients et des réseaux des patients et des communautés, renforcer la capacité de l'organisation, l'installation sanitaire, répondre à l'épidémie COVID-19. Surtout pour les soins ambulatoires, les principes de base de la prévention de l'infection et les précautions standards doivent être appliqués dans tous les établissements de soins de santé, y compris les soins ambulatoires et les soins primaires. Pour l'infection COVID-19, les mesures suivantes doivent être adoptées. Triage et reconnaissance précoce à l'aide d'un outil de dépistage. Le triage doit être mis en œuvre à chaque point d'entrée dans l'établissement de santé. Dans un contexte africain, l'OPG, c'est le point d'entrée dans l'établissement. Le dépistage syndromique à effectuer dans les cliniques, l'accent est mis sur l'hygiène des mains, le masque en tissu pour l'hygiène respiratoire par tous les patients et les masques médicaux à utiliser par les patients présentant des symptômes respiratoires. Pensez à mettre en place une signalisation.
Si possible, on peut placer les patients dans des chambres séparées ou loin des autres patients dans les salles d'attente et porter un équipement de protection individuelle en fonction de l'évaluation des risques. Lorsque les patients symptomatiques doivent attendre, assurez-vous qu'ils disposent d'une zone d'attente séparée, séparation d'environ 1 mètre, et priorisation des soins aux patients symptomatiques, et informer les patients et les familles sur la reconnaissance précoce des symptômes, les précautions de base à prendre et l'établissement de soins de santé auxquels ils doivent s'adresser. Prochaine diapositive. Donc, voici une offre groupée de soins de précaution d'infection pour COVID-19, hygiène des mains avec le savon et l'eau et les désinfectants, étiquettes en matière pour la toux, distanciation physique d'environ 1 mètre, utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle. Donc, pour faciliter l'identification précoce des cas de suspicion d'infection par COVID-19, on met en place un poste de triage bien équipé au point d'entrée, à l'entrée, soutenu par un personnel formé, encourager les travailleurs de la santé à avoir un niveau élevé de suspicion clinique, instaurer l'utilisation de questionnaires de dépistage en fonction de la définition de cas actualisés, en fonction du contexte de votre pays, installer des panneaux dans les zones de soins ambulatoires pour rappeler aux patients symptomatiques d'alerter les travailleurs de la santé et ou les autorités compétentes. Maintenant, pour mettre en place un triage au point d'entrée. Le triage, c'est un élément important pour le contrôle de la prévention. On doit identifier ceux qui sont très malades et qui ont besoin des soins urgents, donner des masques et trouver des points pour nettoyer, laver les mains, le contrôle environnemental pour que l'environnement soit sans danger. Donc, on a des points pour se laver les mains et avec une distance physique d'1 mètre dans la zone d'attente. Donc, le triage, c'est d'examiner les personnes rapidement, les personnes malades, et pour les mettre dans des catégories différentes à chaque point d'entrée dans l'établissement de soins de santé. Le triage doit être mis en place. S'il n'y a pas de structure, alors un espace peut être utilisé comme triage. S'il n'y a pas de structure, on doit identifier un endroit confiné. C'est là que, et qui soit un endroit à part pour bien aérer, une table et 2 chaises, un pour le patient, un pour le travail de la santé, avec suffisamment de distance. Et les personnes avec les symptômes COVID doivent être mises à part des asymptomatiques. Dans ces zones de triage, on doit avoir des questionnaires de santé, équipements de protection, etc. Et un endroit de confinement proche du triage doit être identifié pour isoler les cas COVID-19. Si ce n'est pas le cas, on peut mettre à part un aile pour les patients symptomatiques et on peut faire un couloir pour les personnes ayant COVID-19 et un autre pour les autres. Donc, le chemin pour l'isolation doit aller directement à l'isolation et l'autre couloir devrait aller à d'autres soins de santé pour les patients. Donc, il faut avoir une direction pour entrer et une direction pour sortir et qu'il n'y ait pas de croisement entre les patients. Donc, voici les alertes qu'on peut placer à l'entrée de l'établissement et dans les zones stratégiques, les zones d'attente ou les ascenseurs. Les alertes devraient couvrir l'étiquette pour la toux, l'hygiène respiratoire, les
comment éliminer les articles contaminés, la gestion des déchets, l'hygiène des mains, le port de masque et le nettoyage et la désinfection environnementale. Donc, pour l'équipement, les exigences en matière d'équipement de protection individuelle pendant le triage, le dépistage. Si une distance physique d'au moins 1 mètre est maintenue entre le travailleur et la santé et le patient soumis au dépistage, alors aucun équipement n'est nécessaire. Lorsqu'une distance physique n'est pas possible et qu'il n'y a aucun contact avec le patient, utilisez un masque médical et une protection oculaire. S'il existe un risque de contamination anticipée, des éclaboussures, des gouttelettes de sang ou des fluides corporels, l'utilisation d'un masque chirurgical hydrofuge et d'une protection oculaire jetable, telle qu'une visière, des lunettes de protection, des gants jetables doivent être portés. Si un contact physique est susceptible d'être établi avec les zones ou des objets potentiellement contaminés, nettoyez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant à base d'alcool avant de mettre ou d'enlever un équipement de protection individuelle. Dans toutes les circonstances où un équipement de protection est utilisé, il est crucial de l'enlever en toute sécurité. Prochaine diapositive, je vais vous montrer une évaluation rapide qu'on a fait au Sierra Leone à identifier les cas COVID le 21 mars. Après l'identification du premier cas, on a effectué rapidement une évaluation. La première diapositive montre des données de plusieurs hôpitaux en termes de disponibilité de contrôles environnementaux. Nous allons voir la formation des travailleurs, le monitorage. On voulait vérifier s'il y avait un processus de surveillance pour les infections respiratoires aiguës et s'il y avait un bon taux patient et staff. Et on a regardé l'infrastructure de base de l'établissement, l'aération et la gestion et l'équipement de protection individuelle. Comme vous pouvez voir ici, les établissements n'étaient pas prêts, n'étaient pas bien équipés. Et il y avait de grands problèmes. Disponibilité des équipements de protection individuelle. Si vous allez dans un hôpital à Freetown, on a vu qu'il y avait des grands problèmes dans l'identification anticipée du COVID-19 avec des symptômes de COVID-19 et ça a débouché sur les hôpitaux qui ont dû fermer en raison de l'infection du personnel de santé et à Freetown, au Sierra Leone, 10,3% de l'infection était parmi les employés de la santé et 1% des centres communautaires COVID. Donc, voici un autre exemple pour évaluer le dépistage et l'isolement dans les hôpitaux, l'évaluation de contrôle, la prévention de la CPI. Donc, dans la zone ouest, dépistage et isolement dans 237 hôpitaux, 62% disposaient d'au moins un poste de contrôle, 78% de ceux qui disposaient d'au moins un poste de contrôle avaient un registre avec une liste des personnes contrôlées et 67% avaient une zone d'isolement désignée. Donc, 67% avaient une zone d'isolement désignée. Donc, voici les difficultés qu'on a vues des ressources et des infrastructures inadéquates en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les établissements de santé qui compromettent la conformité à CPI et contrôle inadéquat de l'espace et de l'environnement
Pas de flux unidirectionnel dans le triage. Espace restreint pour fournir des soins. Disponibilité limitée d'une station de triage bien équipée à l'entrée des départements d'espace ambulatoire. Installation d'isolement limité dans la création des centres de traitement COVID et des centres communautaires. Et les centres d'isolement ne sont pas entièrement équipés des ressources nécessaires pour COVID-19, les lits, les équipements de protection individuelle. Par absence d'un niveau élevé de suspicion clinique chez les travailleurs de la santé, la plupart n'ont pas été formés pour le COVID-19 et risque élevé d'infection chez les travailleurs de la santé. 213 cas pour le Sierra Leone parmi les travailleurs de la santé, 10% des cas totaux. Non-disponibilité des questionnaires de dépistage selon la définition des cas actualisés et des salles d'attente bondées, gestion des déchets de soins de santé, pas de poubelles, sacs poubelles, poubelles cassées, etc. Donc, malgré certaines connaissances de CPI, il est difficile de maintenir les normes en raison du manque de ressources, connaissances et compétences limitées en matière de CPI dans le cadre de la COVID-19. L'incompréhension également des directives sur l'utilisation de l'équipement de protection individuelle par les travailleurs de la santé. COVID-19 diffère à bien des égards d'Ebola et nécessite différents types de précautions. Donc, beaucoup d'incompréhension. Également, il y avait également mauvais respect des directives par le personnel de la santé et beaucoup de peur et panique résultant d'actions inutiles, fumigation, stigma pour les hôpitaux, fumigation de l'environnement, des établissements, des travailleurs de la santé et certains stigmatisation, également fermeture des installations parce qu'il y avait seulement 1 ou 2 cas de COVID, etc. Absence de mécanismes adéquats de suivi et de contrôle des pratiques de contrôle de l'infection et équipement de protection individuelle inadéquat pour les travailleurs de la santé dans tout le pays, inertie sur les changements de comportement des travailleurs de la santé, les médias sociaux, les rumeurs, la mauvaise communication, la culture contribuent à la non-adhésion à la CPI. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Infrastructure, rénovation des unités d'isolement des hôpitaux grâce à nos partenaires, fourniture, équipement, il y a eu d'équipements de protection individuelle, hygiène des mains et autres consommables de CPI, production locale de savon et de désinfectants pour les mains. Et avec le soutien de l'OMS, et l'OMS a fourni la production de savon et des désinfectants locaux. Ça continue. Et le masque universel, le gouvernement a introduit le masque universel pour tous les gens qui rentrent dans un établissement de santé et dans tout contexte public également. Pour l'orientation, la formation quant à la formation et l'éducation, il y a une orientation, recyclage, mentorat et formation en cours d'emploi pour plus de 5000 travailleurs de la santé qui ont travaillé dans tous les départements ambulatoires. Il y a un responsable CPI. On a formé le personnel pour le CPI. Et il y a un ensemble de formations standards. Lignes directrices ont été fournies, procédures opérationnelles standards, aide à l'emploi dans les établissements de santé et pour l'évaluation et le feedback, surveillance des pratiques et de la CPI dans les établissements de santé, évaluation de la conformité dans les
centres de traitement COVID et des centres communautaires. Voici les ressources dans mon lien. Je vous remercie et je remercie le programme IPC de Sierra Leone et autres partenaires pour promouvoir la conscientisation sur la PCI au Sierra Leone. Merci. Nous allons passer au prochain panéliste, Linus Degwa, qui a plus de 20 ans d'expérience. Il a une expérience en hygiène des mains, CPI. Il est leader pour la réponse CPI et il fait partie de sous-comité CPI pour la riposte COVID-19. Dr Ndegwa est fondateur de la division de la protection de la santé mondiale, DGHP, Centre de contrôle et de prévention des maladies du Kenya. Dr Ndegwa va parler des mises en œuvre de la CPI en milieu ambulatoire lors de la COVID-19, leçons tirées à l'appui de la réponse à COVID-19. Merci Fernanda. Merci de m'avoir ici cet après-midi. Je suis heureux de faire partie de cette équipe et de partager nos expériences. Je vais partager mon écran. It's perfect, Linus, perfect. On voit votre écran, monsieur. Merci Fernanda. Bonjour, bon après-midi, où que vous soyez. J'aimerais remercier tout le monde de m'avoir invité pour partager notre expérience ici au Kenya. Donc, je vais parler de la mise en œuvre de l'IPC dans un contexte patient. Voici un exemple de nos établissements ici au Kenya. Donc, je n'ai rien à divulguer. Je vais voir le contexte, les principales conclusions, les recommandations, le soutien, etc., aux recommandations générales. Donc, on va parler du contexte, on va parler de l'établissement qui est à Nairobi, dans la capitale, et un établissement fournissant des services de soins de santé primaires dans la région de Nairobi. Avec les services comprennent des soins ambulatoires, internat, maternité, une clinique spécialisée en thérapie assistée par la méthadone, capacité de 16 lits avec 15 à 18 patients par jour, la présence, donc MAT, et la présence de 250 à 300 patients en consultation externe et de 500-600 MAT. Donc, Ngara a signalé le cas d'un travailleur de la santé qui a été infecté par le COVID-19 dans l'exercice de ses fonctions. Les 61 membres du personnel ont été mis en quarantaine pendant 14 jours et les installations ont été fermées. Le CDC et le ministère de la Santé ont travaillé ensemble pour aider l'installation à rouvrir. On a fait une évaluation rapide de la CPI, de l'installation a été effectuée à l'aide d'un outil modifié de l'OMS qui a été réalisé le 14 avril 2020. Le personnel a subi un test de dépistage du SARS-CoV-2 qui a révélé la présence de 2 autres membres du personnel infectés. L'un des 2 n'étant pas en contact du premier cas dans l'établissement. Donc, une visite de suivi pour suivre les progrès de la mise en œuvre de la recommandation a été adoptée le 16 avril. Donc, vous pouvez ici, voici l'équipe d'évaluation multi-protagonistes, multi-participants. Donc, mon équipe est ici. Il y a l'équipe du comté sous-comté pour évaluer l'établissement. Je vais présenter maintenant quelques questions qu'on a vues
pour voir les écarts, les risques et les recommandations que nous avons pu mettre en avant. Donc, on a vu qu'il y a des zones d'attente communes, mauvaise ventilation, les produits périmés obstruent les évents, de nombreuses portes de sortie étaient fermées, petites zones d'attente et pour la zone mère-enfant et les laboratoires composés et déchets restés sur place, salle d'attente d'un laboratoire inutilisé, des postes d'hygiène des mains inutilisés. Donc, les recommandations étaient d'avoir une zone d'attente respiratoire séparée, assurer la distance sociale entre les patients, enlever les produits qui obstruent les ventilations et ouvrir de nombreuses portes fermées, créer une zone d'attente distincte pour le flux des patients, créer une zone d'attente distincte pour les patients pour les soins mère-enfant, une enceinte claire et touffue pour créer des zones d'attente ouvertes, faire respecter l'utilisation de la zone d'attente des laboratoires et inspecter les postes d'hygiène des mains, identifier une station de décharge. Donc, voici beaucoup de choses expirées, des articles et autres réserves qui obstruaient les zones d'attente et la ventilation. Et voici les déchets stockés dans la zone d'attente. Donc, ici, voici l'avant et après la visite. Le personnel ont été supportés. C'est grâce au développement du personnel, on est passé du avant à l'après. Ils ont ouvert les zones pour la ventilation et ils ont mis les affiches pour la distance sociale. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'encombrements, mais ensuite ça a été coupé de gazon. L'installation a été nettoyée. Et quand on parle pour la clinique pour les néonatales, soins néonataux, ici, cette partie a été créée et séparée pour que les mères et les nouveau-nés ne se mélangent pas aux patients, les autres types de patients. Après la visite, la distance sociale a été mise en place avec le marquage dans toutes les zones pour aider les patients qui se rendent à cet établissement. Et ici, c'était le laboratoire, il y avait des déchets stockés, mais après cela, ils ont installé une zone de réception pour les échantillons de patients. Avant, les patients rentraient dans les laboratoires, donc il n'y avait pas de sécurité en termes pour le personnel du laboratoire, mais après, ça a été changé et surtout le laboratoire uniquement. L'accès a été limité et seulement le personnel autorisé pouvait s'y trouver. La pharmacie, ils ont créé un endroit, vous pouvez voir, avec un marquage pour garder la distance, pour séparer le personnel des patients qui reçoivent les médicaments. Il y a peu d'équipements de protection individuelle, mais cela a été mis en place pour montrer comment un masque devrait être porté par le client qui se rend à l'établissement et comment faire les gestes d'hygiène pour les mains. Et ça a été affiché dans les entrées de l'établissement. Ils ont mis beaucoup d'informations pour le client et dans les zones pour se laver avant que le client, après être entré
pénétrer dans la barrière, ils peuvent se laver les mains. En termes du triage et le flux de travail ont été modifiés pour minimiser le risque de transmission. Ce qu'on a vu, les problèmes, c'est que il y avait maintien du statu quo, système normal d'enregistrement de triage, donc on a un mélange possible des patients atteints de COVID-19 et d'autres patients. Recommandations, tous les visiteurs doivent être enregistrés, création d'une zone d'enregistrement et création d'une nouvelle zone de triage extérieure avec une tente et une station de lavage de mains, création d'une zone d'attente respiratoire séparée avec une tente, création de parcours plus courts pour les différents services. La plupart des patients attendent des espaces ouverts. Donc, vous pouvez voir, voici comme après la visite et la formation, les travailleurs de la santé ont mis une tente pour garder, on a vérifié leur température avant que les patients puissent rentrer dans la clinique. Et également, on a mis des stations pour se laver les mains en termes pour le programme de contrôle d'infection et la formation. Le comité CPI était inactif, aucune évaluation des risques n'avait été effectuée, pas de formation CPI, pas de formation spécifique à COVID-19 et le matériel nécessaire n'était pas disponible de protection. Donc, recommandation, réactiver le comité CPI, y compris la clinique maternité et la clinique MAT plutôt. Évaluation des risques effectués en collaboration, formation CPI offerte, formation complémentaire prévue, fourniture du matériel de protection individuelle. Et donc, pour la santé et la sécurité au travail, absence de ligne directive en matière de santé au travail, pas de programme en clair en matière de santé au travail. Le placement des travailleurs de la santé ne tient pas compte de l'état de santé, pas de système de surveillance, par exemple pour la tuberculose. Tout le monde n'est pas vacciné contre le virus, le VIH. Nous avons trouvé un personnel qui manipulait les déchets sans équipement de protection. Donc, recommandation, réviser les lignes directrices, mettre en place un programme de santé au travail, tenir compte de l'âge et de l'état du santé de travail de la santé au moment du placement de la révision, élaborer une politique de surveillance, offrir le vaccin contre le VIH à tous les travailleurs de la santé contre offrir sensibiliser le personnel occasionnel à la sécurité offrir le vaccin contre les vaccins disponibles de prévention et pour le nettoyage de l'environnement. Donc, il y avait le nettoyage des services à haute intensité de contact faisait partie de la routine 2 fois par jour. Cela est inadéquat. Les déchets médicaux et objets tranchants accumulés dans l'établissement, nettoyeurs n'utilisant pas d'équipement. Donc, recommandation, augmenter la fréquence des nettoyages. Les déchets médicaux doivent être transportés fréquemment. Garder le composé propre et précautions prises par les nettoyeurs avec un équipement de surveillance. Donc, vous voyez, plus de désinfection. On a l'équipement de protection personnel était inadéquat pour les travailleurs de la santé et ils utilisaient mal. Et pour les clients MAT, pour l'assistance méthadone, n'utilisaient pas toujours un masque. Donc, on a recommandé une formation de donner des masques à tous les clients qui venaient à l'établissement. En plus, cette clinique MAT avait un nombre élevé de clients. Ils ne portaient pas toujours un masque ou ils le retiraient une fois qu'ils étaient dans l'établissement. Donc, le client fait face au pharmacien pendant qu'il prend de la méthadone et souvent soufflant directement de l'extérieur vers le pharmacien. Donc, système biométrique pour entrer dans la pharmacie mis en place.
Donc, contrôle de la surpopulation, marquer la distance sociale, tout ça sont des recommandations. Tous les clients doivent porter un masque. Le client doit être à un angle droit par rapport au pharmacien. Le pharmacien doit utiliser le masque N95 et l'écran facial, un désinfectant pour les mains disponible à côté du système biométrique. Donc, pour les recommandations, pour les autres, toutes les installations doivent revoir leur système de triage et envisager des zones respiratoires séparées, évaluation des risques des travailleurs de la santé exposés, recyclage de la formation CPI et bien entendu, il doit y avoir donc la formation renouvelée pour le personnel qui se concentre sur l'utilisation de l'équipement de prévention d'infection. Les installations ne doivent pas être fermées en raison de 1 ou 2 cas positifs et protéger, empêcher que les travailleurs de la santé soient infectés et les protéger. Donc, j'aimerais remercier mes collègues de la CDC, de la CDC Kenya, le ministre de la Santé, le staff du centre de santé Ngara, les services métropolitains de Nairobi, Washington State University, l'Université de Washington et de Maryland. Donc, merci de nous avoir invités à partager notre expérience. Fernanda, vous avez la parole. Merci beaucoup, Linus. Et nous allons passer à la session questions-réponses. Et je vais demander à tous les panélistes d'allumer vos caméras si possible. Je vais demander à Katie de commencer avec les questions. Merci pour votre présentation. C'est très, très utile. Donc, la première question, c'est pour le docteur Allegrandi Benedetta. Quels sont les éléments essentiels pour la CPI et comment ils s'expliquent au contexte ambulatoire? Merci pour la question. Vous m'entendez? Parfait. Vous préférez ne... Ah, non, allumez votre caméra. Désolé. Donc, merci pour cette question. D'abord, j'aimerais remercier tous les panélistes, les intervenants. Ils ont présenté de manière très claire. Et le premier commentaire pour répondre à votre question est que beaucoup des exigences ou des recommandations identifiées par mes collègues correspondent à ce qu'on appelle les éléments clés pour le programme de sa CPI, de la prévention et du contrôle de l'infection. Tous les participants savent que l'OMS et la CDC, d'autres parties prenantes et organisations importantes dans le domaine de la CPI ont développé ces recommandations sur les éléments clés pour les programmes de CPI. Maintenant, je ne veux pas parler des détails, de lister l'élément clé est d'avoir un programme CPI, 2 et d'avoir des directives CPI, 3 éducation et formation, 4 c'est surveillance et 5 stratégie multimodale et 6 monitorage, évaluation et mécanisme de retour d'information et 7 gérer la charge de travail et l'occupation des lits et autres questions de ce genre. Et 8, c'est l'équipement et l'environnement pour la CPI. Les 6 premiers s'appliquent à la fois au niveau national et de l'établissement. Et les 2 derniers, 7, 8, c'est plutôt se rapportent au niveau de l'établissement uniquement, même si des décisions sont prises au niveau national, de grandes décisions importantes. J'aimerais expliquer d'abord que, outre ces recommandations
qui sont très détaillés dans ces 8 domaines. C'est très important pour l'IPC. Nous avons également eu des discussions avec des experts pour identifier de ces exigences et recommandations suivantes qui sont très spécifiques pour tous les établissements de soins intensifs, ce qui est considéré comme des exigences minimales pour la CPI. Dans le contexte de la COVID, c'est vraiment clé. C'est le concept clé. Et je suis très heureuse de pouvoir dire que, en raison de la COVID, beaucoup de pays ont fait de grands efforts et progrès afin de répondre à ces exigences minimales, et beaucoup de choses décrites par mon collègue comme étant en place ou recommandées sont inclus totalement et correspondent aux exigences minimales recommandées pour les soins primaires, surtout d'avoir au moins une personne lien au niveau de l'établissement est essentiel, avec au moins un officier CPI qui supervise un certain nombre d'établissements de soins primaires au niveau du district. Également, nos collègues ont mentionné que au moins toutes les précautions fondamentales et les données de base pour la transmission des virus et formation CPI pour tout le personnel de première ligne, les nettoyeurs, et également un aspect important, c'est de pouvoir mettre en œuvre certaines de ces choses surtout en ce qui concerne les thèmes importants pour le COVID, l'hygiène pour la main, contamination, désinfection environnementale et le monitorage. Et surtout, si vous regardez les exigences 7 et 8, nos recommandations sont que tous les établissements de soins primaires devraient avoir des systèmes pour le flux des patients, le triage, la gestion d'occupation et du nombre de patients. Également, il devrait y avoir des exigences minimales pour le lavage. Les réserves CPI et l'équipement sont essentiels pour combattre le COVID. Dernier point avant que notre panéliste réponde, j'aimerais clarifier quelques points. D'abord, vous pouvez trouver tous ces éléments que je répète pour le CPI en général, pas pour COVID uniquement. Donc, les éléments clés et les exigences minimales, mais comme ça a été mentionné par le premier intervenant, il y a un document important sur le maintien des services de santé essentiels, et avec référence à la CPI, un autre document produit par l'UNICEF, l'OMS et INFRC sur les soins de santé communautaire dans le contexte de la COVID, où vous pouvez trouver des informations importantes sur la CPI. J'aimerais clarifier un point avant de terminer. Peut-être que ce n'est pas clair jusqu'à présent. Et de la présentation, l'OMS recommande des masques pour tous les travailleurs de la santé dans les zones cliniques, ce qui signifie, bien entendu, le son est tombé. Que les patients soient dans le triage ou dans d'autres situations où ils sont confrontés à des patients suspectés de COVID, en particulier dans les pays et dans les zones où il y a une transmission communautaire. C'est très important, je dois être très, très clair. Peut-être que ce n'était pas clair. Donc, je vais m'arrêter là et je vous encourage tous à regarder, consulter les exigences minimales et contacter l'OMS parce que nous allons lancer une nouvelle initiative pour
faire appel à tous les États membres pour mettre en œuvre les exigences minimales pour les programmes CPI au cours des prochaines années pour renforcer les progrès formidables qui ont été effectués pendant COVID, And thanks for that les clarification. d'État. Merci pour la clarification. Donc, pour le docteur Suzanne Moulani, les patients en bas ambulatoire, à quoi devraient-ils penser pour la gestion des maladies infectieuses comme la tuberculose dans le contexte de la COVID-19 et est-ce que les adaptations en cas de transmission COVID communautaire large? Merci. Vous m'entendez tous? Parfait. Je suis heureuse d'être ici. Je vais parler un peu reprendre la question. Donc, je dirais que dans un contexte ambulatoire, dans le contexte de COVID-19, les établissements de soins santé devraient se concentrer sur la hiérarchie de contrôle CPI pour le COVID et TB. Et on a eu une bonne directive sur comment les cliniques peuvent le faire. Plus spécifiquement pour la TB, les mesures de contrôle environnemental et clinique doivent avoir la priorité. Les mesures de contrôle au niveau de l'établissement, y compris le personnel et les politiques CPI, c'est le cadre pour mettre en œuvre des mesures de contrôle pour des maladies spécifiques telles que le ATB au niveau de l'établissement. Et c'est important d'avoir les politiques et les procédures en place pour COVID et l'ATB. Je dirais que l'implémentation des mesures de contrôle d'infection va empêcher la transmission pour COVID-19 et la TB. On a bien vu cela, y compris le triage, l'identification précoce, séparation des symptomatiques et avec un cheminement accéléré pour les COVID-19 et les contrôles environnementaux, laver les mains, triage et sessions de dépistage à l'extérieur, séparation avec des symptômes respiratoires, barrières physiques et surtout pour la TB, on sait que c'est une maladie aérosolisée, donc tout le monde tous, ils devraient avoir un masque et séparé de la clinique générale. Important de noter que la gestion de déchets infectieux tels que le crachat, y compris, il faut ouvrir la fenêtre, une bonne aération ou bien de mettre des choses à l'extérieur et à des respirateurs N95 pour les travailleurs de la santé qui s'occupent des patients avec la TB dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays ont des politiques et l'OMS a une recommandation CPI pour empêcher la transmission de TB dans les établissements de santé. C'est concerné de référence. J'aimerais souligner des choses importantes dans les spécificités entre TB et COVID. On sait que ces maladies ont des caractéristiques cliniques communes et l'exposition aux deux peut créer des comorbidités. Donc, pour un test positif pour COVID ne veut pas dire qu'il n'y a pas de TB, surtout dans des sites, des contextes hybrides. Dans ces contextes, le dépistage pour ces deux maladies est recommandé par l'OMS pour les personnes qui ont des symptômes respiratoires. Ça a été touché également, mais je vais me concentrer sur les patients TB. C'est important de s'assurer la continuité des services de continuité pour les personnes qui vivent avec le VIH ou avec le TB. Et quand on fait le diagnostic et le dépistage de cas TB, surtout dans la communauté, c'est important pour que les travailleurs de la santé suivent les recommandations locales sur les restrictions, la distance sociale et la continuité des opérations pour protéger les travailleurs de la santé. On aimerait maximiser l'utilisation des plateformes télésanté pour détecter les cas de TB, surtout pendant COVID et les épidémies. Pour le traitement TB, on aimerait que les gens pensent que limiter les visites dans les établissements, à limiter seulement les personnes qui ont besoin de soins urgents, l'utilisation de télémédecine quand c'est possible, s'assurer que les traitements TB sont disponibles, y compris les réserves mensuelles de médicaments
y compris traitement pour TB et les traitements préventifs à la TB. Et on recommande de s'assurer que le téléphone ou le système SMS sont en place pour faire des monitorages des événements négatifs pour le traitement de TB. Merci, Suzanne. Ce sont des rappels importants sur comment s'occuper des patients TB, l'importance du contrôle d'infection dans les contextes ambulatoires, pas seulement COVID. Donc, prochaine question, c'est pour Fabio. Parlez lentement pour que les interprètes aient le temps de suivre. Est-ce que vous pouvez parler des considérations CPI pour les patients COVID-19 qui sont traités à domicile ou qui voient leur médecin dans des contextes ambulatoires? Bien sûr. Merci pour l'opportunité. Je suis heureux de parler après ce que dit Suzanne et Benedetta, parce que ça a montré vraiment, ça se lien avec l'expérience dans laquelle je suis basée, la ville où je suis basée, à San Caetano, San Paolo, à 37 villes, la région métropolitaine avec 19 millions. Donc, c'est très urbain et très dense, très hétérogène également. Donc, toutes les stratégies étaient très mélangées et on n'était pas préparé de manière très coordonnée pour toutes les zones. Donc, je peux parler de notre expérience. Je peux dire qu'en général, en fonction de ce qu'a dit Benedetta au niveau de l'établissement, l'avantage que nous avions au Brésil, c'est que nous avons un système de santé publique qui est similaire au système NIH au LUCA. Donc, on a 100% des soins pour 100% de l'association, la population et de la structure. Nous avons une structure qui couvre 100% de la région avec des équipes multidisciplinaires dans ces unités de soins primaires dans différents quartiers. Donc, nous être innovants et très rapides et trouver une stratégie ensemble. Et on a combiné une plateforme en ligne qui a été on a fait publicité pour eux et sur cette plateforme et la population peut contacter par téléphone ou en ligne et ils auraient un physicien qui pourrait répondre à des questions et qui montrerait qu'ils ont un cas suspect de COVID. Donc, c'est la première stratégie pour garder les gens chez eux et comme leur donner des soins de santé appropriés en cas d'un cas suspect de COVID. Après cette télémédecine, cette évaluation, si cela a été confirmé que le cas était bien suspect, une visite à domicile qui fait partie du système de santé au Brésil a été utilisée dans cette situation. Une visite était programmée pour le lendemain. On a ajusté à nouveau en fonction des choses qui ont été discutées pour réduire le risque de contamination de nos professionnels de la santé. Nous avons développé la collecte d'échantillons nasales et nasopharyngés qui peuvent être autocollectés. Donc, les professionnels de santé n'ont pas besoin de rentrer dans le domicile. Cela pouvait être fait avec une distance maximale possible dans cette situation. Donc, on a vu la saturation oxygène, collecter l'échantillon, faire une autre évaluation clinique à la porte, au seuil, et fournir des résultats 48 heures après par télémédecine et 48 heures d'intervalle pour les suivis pendant 14 jours. Et ensuite, chaque fois, on faisait l'évaluation d'alerte, de signes. Si le patient en avait besoin, on référait le patient aux salles d'urgence et leur donner la directive vers les services si les balises s'allumaient. Donc, ça a été intégré dans le système de santé que nous avions déjà en place et cela était une très bonne opportunité en fonction de ce que a dit Benedetta pour nous de renforcer
notre système de santé publique pendant la pandémie et se préparer pour les prochains défis. On est concentré sur COVID-19, mais on planifie déjà comment utiliser cette expérience pour d'autres maladies aérosalisées et utiliser cette approche dans d'autres soins primaires. Donc, c'était très utile à ce point-là. Il y a eu beaucoup de succès. On a pu voir 15 000 cas dans les premiers mois et plus de 3 000 patients diagnostiqués par PCR. Donc, cette combinaison. Une autre chose qui était clé dans cette stratégie, c'est que la coopération entre l'établissement de soins de santé publics existant, la mairie qui donnait la stratégie et le contrôle de cette stratégie à l'université où je suis professeur dans la ville, et la combinaison de l'expertise d'autres universités, parce que je suis ici en raison de ce réseau que nous avons créé avec l'Université de Sao Paulo et les laboratoires ultramodernes qu'ils ont là-bas. Donc, c'est notre expérience, grosso modo, pour montrer que les établissements existants et la bonne volonté des preneurs de décision et l'engagement total de l'académia et des experts de la santé, tout le monde a collaboré pour innover le système de santé. Merci, Fabio. Je vais changer un peu les choses. C'était une très bonne réponse. On a reçu pendant l'inscription des questions sur le triage, mais tout le monde a parlé du triage dans le contexte des soins ambulatoires, des questions qui viennent pendant les sessions en direct sont liées aux recommandations spécifiques. Les recommandations PCI pour l'utilisation des nébuliseurs. Donc, je vais demander à Benedetta si elle peut commencer. Fabio, en fonction de votre expérience en Brésil, qu'est-ce qui a été recommandé? Et si Anna ou d'autres panélistes veulent ajouter quelque chose, n'hésitez pas, Benedetta. Commençons avec vous. Merci, Fernanda. Je dois dire que l'OMS n'a pas de recommandations spécifiques là-dessus en particulier et spécifiquement pour les patients, les zones de patients ambulatoires. Je ne sais pas si d'autres collègues ont d'autres expériences sur le terrain. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc, je vais les laisser parler en premier. Fabio, vous voulez commencer et parler des thérapies de nébuliseurs? Nous ne recommandons pas les thérapies de nébuliseurs en raison de la génération de particules aérosols. Donc, cela n'est pas fait dans les unités de soins primaires et nous essayons de la remplacer par d'autres stratégies, le cas échéant, en fonction de restrictions des voies respiratoires en raison de l'asthme ou autres problèmes pulmonaires qui pourraient être effectués avec d'autres médicaments. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Les pompes d'inhalation plutôt que la nébulisation en raison de la génération d'aérosols. C'est notre stratégie dans les unités de soins primaires. Merci, Fabio. Anna, vous voulez ajouter quelque chose, Linus ou Susan? Fernanda, juste rapidement, parce que si c'est la concentration, j'aimerais clarifier ce que les gens savent déjà. Nous n'avons pas inclus des thérapies de nébuliseurs parmi les thérapies génératrices d'aérosols en raison des revues systématiques effectuées et demandées par nous. Malheureusement, il n'y a pas de preuves
pour déterminer qu'il s'agit d'une procédure à haut risque. Bien entendu, cependant, pour les soins ambulatoires, ça peut-être que potentiellement il y a d'autres procédures entreprises temporairement qui génèrent des aérosols. Et si cette procédure particulière est entreprise, il y a des craintes ou un risque d'aérosols. Et également, en fonction des politiques locales, il est clair que les travailleurs de la santé devraient porter un respiratoire au lieu d'un masque chirurgical, juste pour répondre de manière un peu plus complète du côté de l'OMS, ou bien sûr, essayer d'éviter ces procédures, comme disait Fabio, mais ce n'est pas forcément tout le temps possible. Donc, c'est important pour que les travailleurs de la santé sachent quel équipement de protection individuelle doit être porté quand il y a des procédures qui peuvent générer des aérosols. Et on peut parler peut-être... CDC est totalement d'accord avec l'OMS que les thérapies nébuleuses, il n'y a pas assez de données pour suggérer que c'est une procédure qui génère des aérosols, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de chambre à pression négative, mais on recommande d'avoir une pièce si cela va être fait pour que le patient soit placé dans une salle et avec une bonne aération, si cela est fait, si cette procédure est effectuée. Donc, pour ajouter à ce que Fabio et Benedetta ont dit, je ne suis pas sûre si d'autres panélistes aimeraient ajouter quoi que ce soit. Sinon, je vais passer à la prochaine question. Et je voulais ajouter que ce n'est pas quelque chose qui est complètement interdit dans notre contexte. C'est ce que vous avez mentionné, qu'en raison des limitations des installations, les espaces que nous avons pour les nébuliseurs, ce n'est pas très approprié, comme vous avez mentionné, donc on ne peut pas le faire comme routine dans nos établissements de soins primaires. On essaie de tout garder, de diviser les choses pour les patients qui sont suspects d'avoir le COVID et les mettre à part des patients de soins primaires, mais c'est difficile d'avoir un établissement qui est spécifiquement destiné à la nébulisation. Donc, ce sont des précautions additionnelles qu'on a prises localement malgré le manque de preuves solides de génération d'aérosols et parce que nous sommes encore dans un territoire où on a encore trop de zones grises, on a des données, mais on ne sait pas quoi faire précisément, mais on essaie de prendre un surplus de précautions si on n'a pas des directives claires à suivre. Merci, Fabio. Je pense que nous avons un temps pour une dernière question. Et Suzanne, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Quelles sont les considérations CPI pour le collecte de crachats de sputum dans un contexte ambulatoire? Oui, exactement. Il ne faut pas oublier la collecte de sputum pour le TB. Donc, il faudrait toujours faire ça, si possible, à l'extérieur. Et ça doit être loin des zones de rassemblement des patients et couvert pour que les patients ne soient pas soumis aux éléments. Il devrait y avoir des signalisations pour comment produire et collecter le sputum. Et le patient devrait avoir accompagné d'un travail de la santé avec un équipement protecteur individuel pour transporter l'échantillon vers le laboratoire. Je sais que vous avez parlé de sputum induit et c'est une procédure qui réduit les gouttelettes, produit des gouttelettes aérosols. Donc, pour l'induction de sputum, il faut prendre des précautions additionnelles.
Et il ne faut pas recirculer l'air dans la salle, à moins que ce soit une hyperfiltration. Et ça doit être ventilé à l'extérieur. Et la bouche d'aération ne devrait pas être proche des patients. Et un système de ventilation dans une pièce qui permet un recyclage total de l'air vers l'extérieur. Le personnel qui fait le procédure devrait avoir un dossier documenté de leur statut de test tuberculine et avant d'aider. Et pour la procédure, ils devraient mettre un masque N95 et des gants jetables lorsqu'ils manipulent le crachat. C'est un point important. L'OMS et la CDC considèrent que le sputum induit par la thérapie nébulisateur est une procédure génératrice d'aérosols. Donc, tout cela doit être en place pour pouvoir faire la collecte de sputum, de crachat induit. Donc, une des procédures, si on fait une procédure comme ça et on n'a pas tout l'équipement de protection individuelle requis ou la bonne pièce pour le faire, peut-être c'est quelque chose que qu'il faudrait éviter. Donc, cela dit, je vais Kate, vous allez clore la session. Merci pour cette bonne discussion. Oui, c'était très bien. Merci pour les panélistes, intervenants, pour une très bonne session d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir des crédits de formation continue, regardez dans le chat. Amy de ECHO a mis tous les liens dans le chat pour le sondage. Et la prochaine session sera dans 2 semaines. Et le 15 octobre, jeudi, on va parler de les risques de facteurs, l'épidémiologie et la gestion de l'infection des travailleurs de la santé. Donc, vous venez dans 2 semaines, joignez-nous dans 2 semaines et merci encore à tous les panélistes et nous allons clore et bonne fin de journée. Merci à tous. Thank you. Goodbye.